Donc merci de m'avoir invité. Donc j'ai fait quelques petits kilomètres depuis Lyon pour venir vous reparler effectivement d'un sujet qui m'est cher. De par donc le côté chercheur effectivement dans le cadre d'enseignement que je dispense à l'école d'architecture de Lyon, mais aussi en tant que maître d'œuvre de restauration et de rénovation et de réhabilitation qui ont eu, si j'ai le temps, on verra à la fin de ma présentation, de montrer un des projets que j'ai eu à mener sur la réhabilitation d'une église, mais on verra si on peut le faire ou pas. Donc ma question était la suivante, limite à la reconversion de lieu de culte, point d'interrogation, est-ce qu'on peut vraiment tout faire en reconversion de lieu de culte? Alors, on a eu certains exemples ce matin, euh, j'ai envie de dire oui, mais il y a des mais dont on verra et que vous avez déjà perçu les portées. Alors, est-ce que c'est un phénomène nouveau? Destruction, déjà, on parlait de destruction. Monsieur de Sagazan nous disait effectivement que c'est très mal perçu, très mal vécu. Alors, votre histoire vous rappelle que effectivement ce n'est pas nouveau, puisque la Révolution française en a, et avant, on a quand même bien détruit des lieux de culte, en général, pas forcément églises, hein, et les reconversions, il en va de même. Alors par exemple, si on remonte avant la Révolution, hein, les lieux de culte païens, hein, quand la chrétienté s'est installée, on a bien eu, quand on est passé donc à une religion monothéiste, on a bien réutilisé des lieux de culte romains, liés à d'autres dieux, pour les transformer en églises. Donc déjà, premier, notre corps défendant, voilà, on a pu utiliser des bâtiments préexistants pour les transformer en lieux de culte. La, la, la Révolution française, cette fois-ci, s'est occupée d'un certain nombre de bâtiments catholiques, et l'époque post-révolutionnaire en particulier, donc, ont détruit ou réutilisé nombre de monuments. Alors, je vous ai mis en illustration un certain nombre de bâtiments que vous reconnaîtrez ou pas. Le temps fait que je ne peux pas tous les citer, donc ils sont là pour illustrer mon propos. J'ai essayé d'écrire en dessous les noms. Je pense que c'est lisible ou pas. Vous me direz. Alors, je voulais quand même rappeler un des faits suivants, c'est-à-dire que sur la partie révolutionnaire, enfin post-révolutionnaire, c'est entre 1791 et 1793 que se fait le plus gros des destructions, des mises en vente aux enchères publiques des églises. Alors si on voit quelques achats très utilitaires, donc des paysans qui achètent des terrains pour l'agriculture, des corps de ferme ou des chapelles de stockage, il faut savoir que les principaux bénéficiaires de la vente des biens ecclésiastiques furent les gens abondamment pourvus de capitaux, donc capables de les acheter, disponibles au début de la Révolution, donc essentiellement la bourgeoisie, et qui, habitués aux affaires, comprirent immédiatement que la vente des biens nationaux, telle que les lois l'organisèrent, ouvrait un vaste champ de spéculation. Donc c'est pas forcément des revanchards voilà, contre le catholicisme, mais plutôt des opportunistes financiers qui voyaient des coups financiers à faire. Et l'exemple de Cluny ce matin appartient à ce registre, puisque c'est quelqu'un qui avait. C'est un entrepreneur en matériaux, enfin en bâtiment, qui donc voyait juste le dépeçage et la revente des pierres, et donc ça fait un gros bénéfice entre le prix d'achat et le prix de revente en, en petits morceaux, qui est d'ailleurs toujours dans la tête de certains. On a également l'abbaye de Chelles, donc dans le 77, l'abbaye de Volas dans le 76, Saint-Martin d'Auchy, etc. Si certains biens ecclésiastiques échappent à cette destinée, c'est non seulement par leur richesse architecturale, mais surtout grâce aux besoins de la nation. Ainsi, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, on en a parlé ce matin, transformée en prison pour 300 prêtres réfractaires. L'abbaye de Fontevraud devient également une prison pour condamnés de droit commun et accueille 200 personnes. Toutefois, un certain nombre d'acquéreurs de biens ecclésiastiques n'avaient pas dans l'esprit une telle spéculation, mais bien une réelle volonté d'utilisation. Par exemple, l'abbaye de Fontenay a été utilisée comme usine de papeterie, une papeterie. L'abbaye de la Ferté-sur-Garonne ou l'abbaye de Royaumont en industrie textile. Mais leur nombre reste faible en comparaison des destructions survenues. À l'Assemblée nationale, néanmoins, on se questionne, dès la fin donc 1793, et à ce moment-là apparaissent les premières préoccupations concernant l'activité accueillie dans les églises. On se pose la question de oui, mais est-ce que ce qu'on y fait est quand même bien compatible avec les lieux? Donc c'est ainsi qu'on pense au musée. Donc très, très tôt dans l'histoire, dans un souci d'éducation, Louis
Feudrix de Bréquigny, 1715-1795, académicien, voulait instaurer un musée au minimum par département pour permettre à la population un accès facile au savoir. C'est dans cette optique qu'il suggérait l'utilisation systématique des églises comme musée. En effet, il paraissait démesuré que toutes les églises servent à des activités purement utilitaires, et d'ailleurs beaucoup d'églises restaient sans activité. Donc là encore, on a un grand champ des possibles. On en a plein de désaffectés, et malheureusement, on n'a pas autant de programmes que nécessaire pour toutes les remplir, si on peut dire. Les problématiques de destruction et de reconversion d'églises ne sont donc pas nouvelles. Ce qui change, ce sont, à mon sens, les causes. Alors, la cause de la crise des vocations, la désertification par les fidèles. Les églises aujourd'hui en France souffrent d'un manque d'entretien, malheureusement déplorable. À la charge des municipalités, qui ont bien d'autres soucis, elles vivent de la décrépitude qui s'amplifie. Et pourtant, que peut-on faire de ces grands volumes vides que nous ont laissés les époques antérieures ? Dans une France en pleine crise économique, l'entretien d'un édifice vide apparaît comme une dépense superflue, et la protection aux monuments historiques, qu'ils soient inscrits ou classés, n'apparaît pas toujours comme un bénéfice aux yeux des municipalités qui sont obligées d'investir dans la réparation d'un édifice qui restera de toute façon vide. Donc on a un peu l'impression de mettre l'argent, pas par les fenêtres, mais pour sauver des boîtes vides qui ne servent pas aux premières nécessités des Français. Alors on a parlé ce matin donc d'une église qui est proche de Lyon, Saint-Chamond, là en 2009, une église du 19e siècle. Le maire met sur la table la question suivante par référendum. Nous avons, je ne sais plus combien, 1,5 million d'euros pour refaire l'église, enfin pour la restaurer. Et dans la balance, c'est soit ça, soit un équipement municipal, je ne sais plus, dojo ou quoi, utile pour le coup, en fonction pour les citoyens. Donc il met ça dans la balance et il revient 85% de non, on ne détruit pas l'église, enfin c'est soit l'un soit l'autre, si on affecte les fonds au dojo, l'église est détruite. Et si on fait l'église, on n'aura pas de dojo. Donc revient 85% de on garde l'église, tant pis si c'est une boîte vide, on ne fera pas le dojo dedans, mais voilà. Donc c'est un des... Effectivement, comme disait mon prédécesseur tout à l'heure, dès qu'on pose la question, la réponse revient toujours un peu la même. On garde l'église, quitte à rien en faire. Alors j'en avais cité d'autres, mais peu importe. Dans ces référendums, on s'aperçoit que la plupart du temps, les personnes qui ont voté sont en bien plus grand nombre que les seuls catholiques, qu'ils appartiennent ou pas, enfin qui prennent part ou pas aux messes de l'église en question. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire avec un étudiant, c'était en 2014, c'était de se dire, on va essayer de... Alors effectivement, les sondages, il y en a déjà peu, et puis on va essayer de se faire notre propre idée sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'un citoyen lambda accepterait pour une église qui serait la sienne ou pas, peu importe, de faire ou pas, ou de détruire ou pas, suivant qui il est. C'est-à-dire, est-ce que c'est un jeune, est-ce qu'il est catholique, est-ce qu'il va à la messe, voilà. Donc on a pris 440 personnes, alors c'est pas... voilà, c'est avec des pincettes, c'est un petit sondage dans notre coin, mais qui nous a semblé quand même révélateur. Alors il est un petit peu biaisé en ce sens où il est plutôt jeune par rapport à la population française, puisqu'il s'adressait aux 18-25 ans. Mais on pourrait dire, comme ce sont les jeunes, justement, eux, ils ont une ouverture d'esprit très grande. Au contraire, le passé des messes, ils sont plutôt enclins à tout détruire. Enfin, on pourrait se dire ça. Et on va dire que finalement, ils répondent comme un panel de personnes plus âgées qui, elles, seraient plus attachées à leur église. Donc finalement, c'est finalement pas un biais, quoi. Bien qu'on est bien conscient que la classe de personnes est un peu grande, est un peu jeune. Et à l'inverse, en même temps, en parallèle, on a essayé de regarder en tant qu'architectes, puisque ce sont des futurs architectes, de lister, parce que là aussi ça n'existe pas pour le moment, combien en France d'églises ont muté, sont devenues autre chose. Donc faire un inventaire des églises qui ont muté, qui ont été réutilisées, réaffectées. Alors on en a trouvé 188. Alors c'est ridicule par rapport aux 700 églises de l'Orne, par exemple, donc ça remet tout de suite la modestie de l'idée, mais on a essayé de faire des statistiques après sur ces 188 édifices français
qu'on a essayé de prendre dans toute la France. Alors, je vous invite à alimenter cette base de données en m'envoyant un mail. Si vous avez des églises que vous n'aurez pas vues dans la liste ou quoi, n'hésitez pas à la faire vivre, cette liste. Alors, très rapidement, parce que là aussi on en a parlé, mais pour mettre des images, tout à l'heure on a vu une liste des différentes fonctions que pouvait requérir une église. Donc je les ai mises avec des noms, ce qui peut parler à certains ou à d'autres. Donc des marchés, on en a parlé tout à l'heure à Sarlat, des restaurants, on en a parlé également, des lieux de sport, donc des anciennes chapelles transformées en salles de sport, des lieux de commerce également, des prisons qui deviennent de plus en plus rares parce que maintenant, bon, on sort les pénitenciers justement des lieux de culte post-révolutionnaires, enfin réutilisés après la Révolution, pour leurs conditions de vie également aussi. Et donc, du coup, ces lieux de culte, enfin, ces lieux d'enfermement restent de moins en moins. Néanmoins, par exemple, à Riom, il reste la Sainte-Chapelle de Riom dans le pénitencier de Riom, dans le Puy-de-Dôme, qui est toujours là et utilisé comme incarcération. Des lieux politiques, bref, des sièges de communes, de collectivités territoriales et autres. Des casernes militaires encore. Les bars et les boîtes de nuit, on en a parlé. Des salles polyvalentes, dont une ici, la église Saint-Martin les après. Les apres, excusez-moi. Oula, il y a l'accent aussi. Bon, je ne suis que lyonnais, désolé. Donc un certain nombre, on voit que la liste est quand même fournie en mairie salles polyvalentes. Des bibliothèques, on en a parlé tout à l'heure également, un assez grand nombre. Alors, on discutera après pourquoi ces nombres évoluent, pourquoi il y a beaucoup de bibliothèques et peu de prisons ou autres. Théâtre auditorium, un certain nombre, effectivement. Des musées, centres culturels. Alors, on peut se dire que Bréquigny, enfin, les idées du 19e siècle ont perduré. On verra pour quelles raisons. Alors là, il y a une belle liste, musée. Des cinémas également, c'est finalement pour des églises assez anciennes ou peu éclairées, il suffit d'occulter, ça nous fait un grand volume, on met un gradinage, un écran et puis voilà, pour peu qu'on arrive à corriger l'acoustique, effectivement, qui était un problème dans l'église de tout à l'heure. Des hôtels un peu plus embêtants, difficiles à réaliser. Le embêtant pour un architecte, on en parlait hier en aparté, mais c'est le fait de mettre des niveaux, de mettre des planchers, d'être obligé de cloisonner ce volume, le volume qui fait l'identité de l'église, qui du coup est tout de suite plus impactant. Donc un programme qui permet de garder le volume est quand même plus satisfaisant. Alors du coup, ça questionne une boîte de nuit. Si on garde le volume, c'est plutôt pas mal pour la conservation. Mais après, ça renvoie à l'usage qu'il a. Donc voilà, tout est compliqué évidemment. Des lieux donc médicaux, des lieux d'éducation et des affectations à d'autres cultes. C'est-à-dire comme nous-mêmes, on parlait tout à l'heure de Constantinople, Sainte-Sophie, Cordoue, plus près de nous, des églises qui sont désaffectées et réaffectées à des lieux de culte comme les mosquées. J'en ai trouvé assez peu, 3, il y en a peut-être plus maintenant, dont une, Clermont-Ferrand. On se demandera aussi comment on peut changer le sens de ces lieux. Mais d'autres bien plus anciens et bien plus connus, qui sont tous les temples protestants qui ont été réaffectés, à l'inverse des églises qui ont été réaffectées en temples luthériens, protestants. Donc là, on en a beaucoup, notamment en Alsace, qui datent d'un peu plus longtemps. Vous voyez, quand même, ça fait une belle liste. Sachant que, je me répète, ceci n'est pas exhaustif. Enfin, des lieux de stockage, j'ai envie de dire comme certains lieux issus de la Révolution, où on en a fait des entrepôts, des granges et compagnie. Le dernier point, plus problématique à mon sens pour l'identité, sont les logements, la transformation des logements, on en parlait en logement tout à l'heure. On voit dans ces cas de figure que les façades et les bâtiments ressemblent de moins en moins à une église, on les lit plus même des fois, tellement ça engendre de transformation quand on fait des logements dans une église. Néanmoins, il y en a une très grande liste. C'est-à-dire que finalement, c'est privé, on n'en parle peut-être pas trop non plus, mais regardez la liste, il y en a peut-être même plus que de musées. Alors,
sur les 188, voilà, je vous ai remis la liste de ce qu'on a pu trouver comme sujet de réemploi. Maintenant, je vais plutôt parler du sondage auprès des personnes sondées. Alors, on demandait qui ils étaient, un homme, une femme, peu importe. À quel niveau êtes-vous impliqué dans la vie religieuse? Donc il y en a qui disaient croyants, d'autres qui disaient non concernés, donc athées, d'autres qui disaient pratiquants, d'autres croyants mais pas pratiquants. On posait la question du type, quel est d'après vous le rôle premier du bâtiment église? Alors il y en a qui nous répondaient le patrimoine, d'autres la sacralité, d'autres un signal urbain ou paysager, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient dans l'église, mais c'est déjà bien, comme on en parlait, un marqueur du territoire et du paysage. Que préférez-vous qu'il advienne d'une église désaffectée? Une utilisation à un autre effet, une destruction, ou une conservation en l'état, c'est-à-dire boîte vide, elle est restaurée, mais elle ne sert pas. Quelles sont d'après vous les fonctions que l'on peut introduire dans une église? Donc là, on laissait libre la personne de nous dire on pourrait en faire telle ou telle chose. Et à l'inverse, on disait quel est d'après vous l'usage qui vous paraîtait très choquant, très anormal, selon vous, d'une affectation d'une église. Donc on a récupéré toutes ces données-là sur les 440 personnes et on a fait des stats, quoi. Alors c'est un peu de ça dont je voulais vous parler. Donc le premier slide... alors, je reprends un peu le fil de mon discours. Ainsi, face aux associations, les mairies avancent souvent l'argument financier et utilitaire. À quoi bon mettre de l'argent dans la restauration d'un édifice qui sera de toute façon inutilisé? Donc, la solution semble être, donnons-leur un nouvel usage. Néanmoins, face à la question que faire d'une église désaffectée, on observe, dans notre sondage, que la réaffectation n'emporte pas tous les suffrages. Certaines personnes préfèrent ne pas imaginer un autre usage à l'église. Donc ceux-ci sont soit dans la destruction, on l'avait un peu évoqué ce matin, on préfère la détruire plutôt que ça soit autre chose qu'un lieu de culte chrétien, soit le côté bizarre de dire on met l'argent pour restaurer l'église et on garde la boîte vide, mais au moins on est sûr on n'en fait pas autre chose. Ainsi, seulement 48% des personnes que nous avons sondées préconisent la reconversion dans le cas d'une église désaffectée. 45% préfèrent l'avoir conservée comme monument historique, donc boîte vide, protégée en bel état, mais tout ça ne sert à rien. Et 1% lui préfèrent la destruction. Face à ces réactions, on se pose la question, si pour les associations très impliquées, toute reconversion est acceptable du moment que le bâtiment est sauvegardé, en est-il de même pour l'opinion publique? S'oppose-t-on à la reconversion par crainte d'une dénaturation d'un bâtiment? Existe-t-il des solutions qui contenteraient tout le monde? En effet, un bon projet de reconversion pourrait mobiliser davantage l'opinion publique et même convaincre les mairies du moment qu'elles y trouvent leur compte. On peut effectivement avancer que nous sommes en présence d'un bâtiment, d'un volume souvent important, qui est vaste et libre de cloisonnement, qui permettrait aux municipalités de se passer de nouvelles constructions. C'était les idées de Bréquigny, quand ils voulaient faire les transformer en musées. De même, le plus souvent, dans le cas des églises rurales, le manque d'équipement de la commune peut trouver une solution dans la réexploitation de l'église. Par exemple, les églises de Chelles, dans le 77, sont reconvertis en centre d'art contemporain sur proposition d'un professeur d'une école d'art de Chelles qui ne possédait pas un lieu d'exposition. Le réemploi est donc la solution avancée par les associations qui réfléchissent à des projets qui seraient bénéfiques pour la ville, le quartier et les habitants. Mais lorsque l'on prend les équipements manquants à une ville ou à un quartier, on peut se demander si on peut les mettre dans l'église, si on peut tout mettre dans une église. L'étude du passé nous a montré que oui, les architectes ont pu tout faire dans une église, on a vu la liste, on en fait même des prisons, bon. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on le doit? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait faire? Oui, mais est-ce qu'on doit le faire? Toute la question est là. Notre sondage a essayé de caractériser les acceptations possibles au sein de nos citoyens contemporains. Donc voici un peu le panel des questions. Je vais essayer d'en prendre par grande masse. Donc tout d'abord le logement. Le premier cas serait peut-être celui du logement qui est le côté social d'une église. On voit qu'en nombre de cas, on est en majorité en transformation de logement, c'est la colonne verte, écrasante majorité sur les 188. Les amoureux du patrimoine avanceront les dommages irréversibles apportés au bâtiment du fait des percements nécessaires au logement, on l'a vu sur quelques photos. D'autres verront la privatisation de l'église comme une aberration. Pourtant, sur les 188 églises, on observe 65 églises reconverties en logement, soit 35,5% du recensement. Si seulement 5,2% des personnes sondées considèrent que reconvertir une église en logement est inapproprié, on se doit de noter que le logement fait partie des 10 fonctions qui choquent le plus les personnes sondées.
Et on observe des réactions qui mettent en avant l'inadéquation entre la vocation publique de l'Église et la privatisation, ou la privacité, je sais pas, engendrée par le logement. Du logement désacralise le lieu et l'individualise. Les usages tels que le logement sont des lieux dont les usages sont nouveaux, triviaux. Ça, je cite des réponses de sondés. Je pense qu'une église désaffectée doit rester un lieu sacré ou un lieu d'entraide, de partage, de solidarité, et pas du logement. Sous-entendu, même pour les plus démunis. Tout ce qui constitue un loisir individuel me paraît inapproprié. Autre réponse. Je pense qu'une privatisation impliquant un non-accès au public serait plus dommageable dans le sens où une église, en dehors de son caractère religieux, est un lieu de rassemblement et un lieu appartenant à une communauté en tant que patrimoine et ne peut donc pas être approprié sans une notion de mise à disposition de l'espace au public. L'explication que l'on peut trouver dans la surabondance des reconversions en logement peut toutefois se trouver dans la vente des biens nationaux post-révolutionnaires, et donc du coup on a fait des logements parce que dès l'instant où c'est un privé qu'il avait, il a pu avoir l'idée d'en faire du logement. Son logement d'abord. Voilà, on va passer, j'essaye de raccourcir. Les bâtiments de stockage maintenant. On a effectivement recensé 18 cas, soit 9,8% du corpus, 53 du nombre total des églises recensées. L'église de Saint-Salmon, par exemple, à Angers, sert actuellement de remise au jardin des plantes municipales. Aliénée comme bien national, elle sert depuis à la commune. Cependant, seul 1% de la population sondée considère qu'il s'agit d'une fonction adaptée. Et 6% considèrent que cette utilisation est choquante. Il serait choquant, je cite, il serait choquant de faire d'une église désacralisée un simple hangar, un lieu abandonné. Alors, c'est pas abandonné, puis ça sert, mais bon, c'est qui ne tiendrait pas compte du patrimoine que cela représente. Donc, logements et entrepôts investissent donc les églises depuis la Révolution française, mais sont choquants pour nos concitoyens comme fonction d'utilisation d'anciennes églises. Puisque, pour citer François Choët, l'Église est un monument et elle a un patrimoine public. Je vais essayer de ne pas me mélanger en allant trop vite. L'affectation à d'autres lieux de culte, on a vu que c'était possible, que ça s'était déjà fait. Alors, elle occupe une part importante des reconversions, notamment pour le côté temple et culte luthérien, sans arriver sur la polémique culte musulman. C'est à cause de la reconnaissance au lendemain de la Révolution française des cultes et l'annulation du catholicisme comme seule religion connue en France. En effet, les cultes protestants, luthériens et calvinistes nécessitaient peu d'aménagement dans l'organisation spatiale du bâtiment et permettaient ainsi une réutilisation massive des églises désaffectées. La reconversion en mosquée est un cas plus rare. Nous n'avons pour l'instant 3 ou 4 exemples en magasin. Ces reconversions ont eu pour effet, quand elles aboutissent, notamment Saint-Éloi à Vierzon, de modifier plus en profondeur le bâtiment. C'est-à-dire le culte musulman est plus modifiant, si on peut dire, architecturalement parlant, que les cultes protestants pour le bâtiment église. Notamment pour l'histoire des symboles et puis l'appropriation du lieu, l'orientation et les dispositions mobilières qui en résultent. Notamment Clermont-Ferrand, on voit extérieurement qu'ils ont bouché l'oculus pour mettre un verset du Coran, j'imagine, en majesté, là. Après, le reste, extérieurement en tout cas, n'a pas subi de grands désordres ou modifications. On observe donc que 1,8% de la population jeune sondée se prononce contre la reconversion des églises en faveur d'autres religions, alors que ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément pratiquants. Hein. Je pense que même dans une église désacralisée, il y a un héritage historique et spirituel à prendre en compte et que, par respect pour les croyants qui y ont pratiqué, on ne peut pas y faire n'importe quoi, je cite. De la même manière, à la Révolution, on a utilisé les églises comme prison ou caserne et on observe aujourd'hui plus que 2 églises comme ça, reconverties en caserne et une en prison. Si les casernes ne sont pas mentionnées dans le sondage, on observe que la prison est en seconde place des fonctions à bannir qui choquent encore les Français, 18,6%, avec des propos recueillis tels que ce serait d'une certaine manière un manque de respect pour la fonction première du bâtiment, ça s'éloigne fortement des principes de la religion, une prison est tout à fait hors de question, mais certaines idées émises par la Révolution ont persisté et sont toujours présentes dans les mœurs. On se souvient donc de Bricchini, qui suggérait l'utilisation à la fin du XVIIIe des églises en musée, et on observe que cette idée est toujours tout à fait actuelle, puisque 9,8% pensent que réaffecter une église en musée est une bonne chose, 16,16%
les plébiscites même. Et il y a 0% d'opposition. Personne n'a dit que c'était un programme qui n'était pas bien pour un lieu de culte réemployé. Alors par contre, il y a des mais. On recueille quand même des propos préférant la démolition, déclarant « Tout usage me paraît plus ou moins choquant, mais le plus acceptable, c'est le musée ». Sur les 188, 18 cas de reconversion en musée. Le prieuré royal de Saint-Martin-des-Champs à Paris sert aujourd'hui de musée pour le Conservatoire national des arts et métiers. Alors on en cite quelques-uns. L'église Saint-Laurent de Rouen est actuellement le musée Le Sec des Tournelles. Les églises Sainte-Croix et Saint-Georges de Chelles sont aujourd'hui le centre d'art contemporain, qui s'appelle Les Églises. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. Comment se passent ces reconversions? Comment sont-elles acceptées par le grand public? Laura, hôtesse d'accueil au musée du CNAM à Paris, nous dit « Quelques personnes sont surpris et plutôt étonnées que l'accès à l'église soit devenu payant. Elles s'attendent à pouvoir rentrer gratuitement dans l'église et ne savent pas que l'église n'est plus un lieu de culte. Mais généralement, on a assez peu de retours sur le musée, enfin sur le fait que le musée soit pas bien ou mal adapté. Personne nous dit que c'est choquant ou quoi que ce soit. De la même manière, Karine, du Centre d'art contemporain Les Églises de Chelles, nous dit « Les gens ne s'attendent pas à une nouvelle utilisation, ils sont généralement agréablement surpris et trouvent que c'est une bonne reconversion. » Par contre, Julien, un visiteur lambda, lui répondant, dira « Certaines personnes trouvent qu'il vaudrait mieux que ce soit un bar ou un café, ils trouvent que l'espace ne leur est pas assez dédié. » Bon. Ces deux exemples soulèvent deux problèmes. Le fait de faire payer pour entrer dans une ex-église, le fait que la culture s'oriente vers une population élitiste, voire extérieure à la ville, et ne profite pas directement aux habitants. Ça, c'était quand on avait rencontré quelqu'un sur les églises d'Échelle qui disait ça. C'est un centre d'art contemporain, donc les gens viennent de loin pour voir ce qu'il y a dedans. Mais nous, citoyens lambda qui habitons à côté de l'église, on aurait peut-être préféré un bar, parce qu'au moins on aurait pu s'en servir. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, donc il y a le côté, je dois payer pour entrer dans une église et elle ne sert pas aux gens du quartier, mais à des gens plus élitistes venus d'ailleurs. Donc c'était un peu les deux remarques pour dire que le musée n'est pas la panacée, qui est sous-tendu, qui va avec, à moins que les musées soient gratuits, comme dans l'Isère. Hein, ça c'est ok, donc ça résout un des problèmes. Et puis du coup, les habitants d'à côté n'ont plus de raison de ne pas y aller. Alors, voilà. Alors, le coût du bar, maintenant. Pourtant, si les Chellois auraient préféré un bar ou une salle de spectacle, puisqu'ils nous l'ont dit, à la place du musée, on constate que dans ces réaffectations, elles ne remportent pas le suffrage auprès du public, qui sont sondés. En effet, le bar est très mal perçu par l'opinion publique, qui le considère comme la fonction la plus choquante, avec 28% alors bar, boîte de nuit, on a mis ça dans le même... dans le même registre, 28% des réponses négatives contre 3% d'avis favorables. Et pourtant, c'est la jeunesse qui aime bien faire la fête, qui aime bien consommer ce genre de lieu, donc on pourrait se dire qu'ils allaient plébisciter le programme en question. Bon, on en a néanmoins mis quelques-uns à l'écran. Oui, alors après se pose la question du monument. Enfin, le monument est-il classé ou protégé monument historique? Évidemment, ça change l'intervention plus ou moins lourde que l'on peut faire dans le lieu. Donc, effectivement, il y a dit, par exemple, le K9, c'est un bar à Angers, là, dans l'ancienne église des Cordeliers, où comme l'église était classée, le programme est choquant, mais les conséquences sur le bâtiment sont absolument négligeables. Donc la réversibilité dont on parlait ce matin, c'est-à-dire, oui, aujourd'hui ça peut peut-être être choquant, mais si ça lui permet à l'Église de passer le siècle et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, peut-être qu'il redeviendra une Église, comme ce qui s'est passé après la Révolution, finalement c'est peut-être pas mal. Voilà, je passe rapidement pour tenir le timing, puisque j'y suis arrivé. Donc c'est les musées, ok. Les commerces, on en a parlé avec Sarla, là c'est la photo qui est en bas. Alors en conclusion, qu'est-ce que je vais dire? Je vais m'arrêter là, hein. C'est-à-dire que mon exemple, je ne vous le donnerai pas, vous viendrez le voir. Donc c'est en fait, pour faire rapidement 3 idées, c'était une ancienne chapelle des Minimes, dans un couvent des Minimes qui se trouve à Roussillon, donc dans l'Isère, que la mairie avait sur les bras depuis une donation dans les années 60.
Ils ont transformé le reste du couvent en logement social et l'église, la chapelle, modestement, était inutilisée depuis lors. Et on s'est posé la question de qu'en faire. Et on a avancé pas à pas. Et du coup, c'est devenu un lieu gratuit, ouvert au public. Enfin, les conséquences du sondage, voilà, nous ont servi à élaborer le programme avec la mairie. Lié aux habitants, c'est-à-dire que Roussillon, il y a un gros passif de fabrication de terre cuite, parce qu'ils ont des terres et tout ça, d'argileuses, de qualité, tout ça. Donc ils ont une grande collection d'anciennes poteries, hein, et dans leur salle de classe maternelle, primaire, ils font des activités pédagogiques liées à la poterie. Donc ils n'avaient pas de lieu pratique, dédié à cela pour le faire. Et donc on s'est dit opportun d'utiliser cette ancienne chapelle pour faire un lieu donc à la fois muséal pour présenter les poteries historiques de la commune et à la fois de pratique, classe verte, enfin, où les enseignants peuvent venir avec leurs enfants pour pratiquer voilà, les métiers, un éveil au moins au métier de la terre. Donc on a essayé de répondre à tous un peu les travers qu'on avait bornés comme ça dans ce petit sondage. Voilà, et puis après, c'est un travail d'architecte du patrimoine sur bien comprendre l'édifice. Celui-là avait énormément été transformé, donc bien comprendre toutes ces transformations pour après s'inscrire dans le projet contemporain, dans cette lignée, voire même on s'en est servi pour... On va dire, il avait été tellement mutilé qu'on a calmé le jeu et on a essayé de redonner des dispositions spatiales pour mieux lire ce bâtiment qui était devenu... parce que dans les années 40, c'était un garage automobile. Donc pour vous dire, il y a eu des percements de folie. Enfin, voilà, j'en dirai pas plus. Merci. Merci beaucoup pour cette autodiscipline impressionnante. Vous pouvez peut-être rester là, comme ça vous aurez un micro. Louis Hamel a dû nous quitter. En fait, il a eu un accident de voiture ce matin, donc il avait des choses administratives à faire juste avant, donc vous ne pourrez pas l'interroger. Benoît de Sagazan, vous pouvez peut-être vous remettre aussi à la table. On va avoir un bref temps d'échange d'une dizaine de minutes, parce que vraiment, on est en retard. Mais on va rattraper ça. On reprendra cet après-midi seulement à 14h15. De façon à ce que vous ayez le temps de descendre en ville, déjeuner tranquillement et remonter. Donc, fin du lance-pierre. Voilà, donc, quelques questions pour nos intervenants. Vous n'êtes pas le premier. Et j'essaie de retenir l'ordre. Oui, bonjour. Bon, j'ai bien retenu tout le débat juridique et moral sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire, qui n'est pas évident. Reste une question de fond. Moi, je suis un élu d'un canton rural. Je comprends très bien que cette question se pose, par exemple, sur Athis-de-l'Orne, Putange ou Briouze, où il y a un minimum d'habitation, donc faire un musée, un bar, bon, etc. Il y a une question de fond. Par contre, quel est le problème dans nos petits bourgs qui sont de 50, 100, 150 habitants, où il est clair que pour une mairie, une réutilisation, l'investissement en termes de, pardonnez-moi l'expression, mais de rentabilité, d'utilisation, ne paraît pas du tout évident. Donc en fait, il y a pour moi deux types de réaffectation. Réaffectation dans nos communes où il y a un minimum d'habitants, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un minimum d'activités, que ce soit des concerts, des musées, etc. Et le vrai problème de nos communes rurales isolées, où objectivement, je ne vois que difficilement une réutilisation, en tout cas sur du long terme, et encore une fois, pardonnez-moi l'expression, mais rentable, c'est-à-dire en termes de, pas que rentabilité financière. C'est vrai que pour répondre à un premier volet de votre question, notre étude, c'était, enfin comment dire, il n'y a pas de mixité, c'est-à-dire soit elle sert plus. Quand elle sert, elle est plutôt liée au lieu de culte. Ce matin, on a vu des exemples où ce qui était à mon avis très intéressant, qui était de dire c'est partiel, c'est partagé, c'est-à-dire certes, on peut toujours y faire un lieu de culte si on a besoin, et à la fois le reste du temps, on peut s'en servir à autre chose. Et ça, je trouve, c'est une vraie nouveauté, personnelle que j'ai vue ce matin, que l'on pouvait. Donc ça évite déjà de trancher entre on n'en fait rien, ou c'est une église moribonde, ou on fait tout autre chose. Donc du coup, je pense que c'est plus adapté à vos exemples de petites communes où elle peut quand même avoir la messe du 15 août ou je ne sais quoi,
avec la fréquence à convenir en fonction des prêtres et puis des disponibilités des uns des autres, et à la fois leur trouver une affectation pas choquante et à la fois financièrement acceptable, c'est-à-dire à très peu de frais, comme vous dites, faire un concert ou je ne sais quoi. Et si ça, juridiquement, c'est possible, je trouve que ça enlève déjà un bon gros du sujet, quoi. Si je peux compléter, j'ai un exemple que je n'ai pas connu en France, mais que j'ai rencontré en Allemagne, d'une église rurale qui a transformé son église, par défaut de culte et de prêtres et de ministres du culte, en église mémorielle. Donc elle sert à la fois... Donc monsieur avait évoqué tout à l'heure la présence de monuments aux morts et de plaques dans les églises, cela existe. Mais eux, ils sont là un petit peu plus loin, donc ils ont tous les événements de la commune d'abord, ils sont célébrés, et même les chapelles, certaines chapelles latérales étaient utilisées afin de columbarium. Donc la pratique de l'incinération se développant, plutôt que d'exposer ça dans le cimetière à côté, de bâtir un édicule pour loger les urnes, elles étaient placées dans l'église et du coup la fréquentation devenait autre. Voilà. Bon, c'est un exemple que je n'ai pas connu en France, mais qui avait du sens, quoi. Merci. Mon intervention s'adresse à M. de Sagazan, que je remercie pour les 2 très belles photos qu'il a choisies en son introduction. La photo du Mont-Saint-Michel, bien évidemment, en tant que Normand de souche, elle était inévitable. Ça, c'est la faute du Quénon. Oui, je le sais. Mais c'est surtout la photo de Cluny. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'abbaye de Cluny ne devrait pas exister. Elle devrait être entièrement rasée. Et la photo que vous nous avez présentée avec cette tour, ce clocher, etc., aurait dû complètement disparaître au moment de la Révolution. Sauf que 15 ans après la Révolution, il y a un petit bonhomme qui est arrivé, qui s'appelait Napoléon, qui a voulu conquérir le monde avec les chevaux et qui a investi une centaine d'abbayes, de monastères, de couvents, etc., sur le territoire français et sur le territoire de l'Empire jusqu'à Borculo aux Pays-Bas. Ce qui fait que les entreprises de carriers qui avaient entrepris non pas des destructions, mais comme on dit maintenant poliment, des déconstructions, a stoppé la vente des pierres et l'abbaye de Cluny a été, enfin ce qu'il en restait, a été ainsi sauvé grâce aux chevaux. Et actuellement, l'un des pères abbés de l'abbaye de Cluny est même enterré dans un box du Haras. Donc cette particularité, on l'a connue à l'occasion des 300 ans de vie de cette ancienne administration française qui s'appelait les Haras nationaux, puisque jusqu'à la fin du XXe siècle, 23 établissements étaient installés dans des anciennes abbayes. Donc Aurillac, par exemple, Saint-Lô, l'abbaye de Sainte-Croix, qui n'a pas été détruite par la Révolution, mais par les bombardements de 1944, et Montyander, en Haute-Marne, et beaucoup d'autres. Je citerai simplement 2 exemples qui ont été sauvés définitivement. C'est l'abbaye de Langonette, dans le Morbihan, qui est redevenue un établissement religieux après y avoir hébergé un haras national pendant une 50aine d'années. Et surtout, tout près de chez nous, dans l'Eure, l'abbaye du Bec-et-Loing, qui a été sauvée grâce aux chevaux, pour avoir hébergé pendant 150 ans un dépôt de remonte militaire, un dépôt d'étalons, mais comme il était un petit peu trop en concurrence avec le haras du Pin, on l'a prié de fermer ses portes. Et après la guerre, puisque les chevaux l'ont quitté qu'après la dernière guerre, on n'a plus eu besoin de chevaux. Donc le Bec-et-Loing, à lui aussi, cette abbaye a également été sauvée grâce aux chevaux. Donc je ne plaide pas la cause des chevaux, mais ils ont sauvé un certain nombre d'églises et d'abbayes. Je sais que le cheval a beaucoup d'importance dans votre département, effectivement. Oui. Merci de cette intervention. Le patrimoine des haras, d'ailleurs, qui nous pose des soucis aussi par ailleurs aujourd'hui, quoi, qui est un peu menacé, oui. Gilles de Pontbriand, je suis maire d'une petite commune du Perche, Saint-Denis-sur-Huisne, 70 habitants environ. Je voudrais seulement dire que nous devrions être très optimistes sur l'avenir de nos églises. Nous avons des soucis pour les entretenir, c'est vrai. Nous avons besoin d'argent. Nous sollicitons les collectivités publiques pour cela. Nous avons surtout une association, et il y a beaucoup d'associations dans nos communes
et je pense que c'est sur elles qu'il faut s'appuyer pour avancer. En effet, ces associations reflètent les habitants de nos communes. Elles sont limitées la plupart du temps à ceux qui habitent, puisque évidemment on ne peut pas appartenir à 50 associations à la fois, mais néanmoins ces associations permettent aux conseils municipaux de prendre une conscience des besoins de nos églises pour au moins les conserver, les restaurer et tenir compte de toutes les œuvres d'art qui sont à l'intérieur. De plus, je pense que pour l'utilisation ultérieure de ces églises, il est nécessaire aussi que les habitants soient concernés, disent leurs mots et demandent, à défaut de demander des offices religieux, au moins puissent émettre des avis sur des manifestations cultuelles ou culturelles qui pourraient se faire jour par leur initiative. Merci. Vous avez raison, monsieur. Je crois qu'on vit, on ne se rend pas compte, dans un pays béni quand on regarde nos voisins. Nos églises sont protégées par la loi de 1905, aussi paradoxal que ça puisse paraître. C'est comme le cas quand on voit les pays concordataires autour de nous. Je vous ai cité quelques chiffres au Royaume-Uni ou au Canada, mais on peut regarder la Belgique ou d'autres. Les destructions d'églises sont beaucoup plus massives que chez nous. Enfin, notre patrimoine on restaure plus d'églises en France qu'on en détruit ou que même on en laisse à l'abandon. Et les associations jouent un grand rôle. Et puis nous avons des mécènes incroyables aussi. Je me tourne vers Olivier Durand-Chabot là, sur la sauvegarde de l'art français, qui est comme le plus grand mécène et le plus généreux, je dirais, sur les églises. La Fondation du patrimoine aussi, qui a mis... je trouve le grand mérite de la Fondation Patrimoine, c'est qu'à travers ses souscriptions, elle mobilise aussi la population. Elle permet à la population d'exprimer son attachement à son église par le biais des souscriptions. Vraiment, nous sommes dans un pays particulier à ce niveau-là. Oui, excusez-moi. Bonjour. Julie Chantal, je suis responsable du service patrimoine au département du Nord. J'aurais voulu savoir s'il était possible de revenir, alors ce matin ou cet après-midi, mais sur avant ou de façon différente à une désaffectation, est-ce que vous pourriez être plus précis sur les exemples que vous avez donnés quant à l'utilisation d'églises qui peuvent contenir un espace cultuel et un espace qui serait dédié à un autre usage? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de façon temporaire? J'ai bien compris la nécessité de l'accord de l'affectataire, évidemment. Est-ce que c'est quelque chose qui peut exister de façon pérenne? Puisque sur mon territoire, il y a déjà eu des refus et qu'il me semblait que ça n'était pas possible. Ça, je crois peut-être qu'on pourra laisser Monseigneur Habert cet après-midi y répondre, parce que l'affectataire a le dernier mot sur ce genre de choses. On saura quel est le sentiment de l'Église. Une dernière question pour Monsieur le Président, avant que vous alliez déjeuner. On reparlera cet après-midi, ne vous inquiétez pas. Je souhaitais solliciter un conseil. Nous voyons bien que très souvent, ce qui semblerait le plus adapté aux situations, notamment ornaises, ce serait l'usage partagé dans de nombreux cas. Est-ce que vous pourriez nous recommander, mais c'est vrai que c'est une recommandation qui est plus pour l'affectataire que pour les élus, est-ce que vous pourriez nous recommander, pour rassurer tout le monde, d'abord l'affectataire, mais aussi la communauté chrétienne, de procéder plutôt par des interdictions d'usage que par des autorisations d'usage? Je m'explique. D'abord, nos compatriotes aujourd'hui sont plutôt dans une démarche de refus que d'une démarche d'adhésion, et qu'il peut être plus rassurant, plutôt que de faire une liste à la Prévert de ce qui pourrait être approprié à ce type d'édifice, de proscrire vraiment certains usages qui blessent parfois même le simple bon sens. Comment répondre à votre question? Moi, je pense que ça serait tout le mérite d'un travail, d'une concertation et d'un dialogue entre élus, propriétaires et l'affectataire. C'est un travail qui devrait être fait en commun, savoir quel est le champ du possible et le champ de l'impossible. Mais je pense que dans toutes ces questions-là, c'est par le dialogue et la concertation que ça se passera.
Et je pense qu'il est grand temps que tout le monde se parle, quoi. À la fois au niveau diocésain, mais ça existe déjà. Je vois dans le diocèse d'Angoulême, l'évêque d'Angoulême, Monseigneur d'Agen, se réunit tous les ans les élus autour d'une journée de travail et d'études sur ces questions-là. Je pense que ça existe sûrement aussi ailleurs et chez vous. Je sais qu'il y a eu une commission à une époque dans l'Orne, je me souviens, autour d'un préfet qui avait créé une séance de travail avec les responsables de l'évêché, puis d'autres, je sais pas, des élus peut-être. Oui, il y avait des élus, des représentants de l'évêché, des représentants de l'État. C'était un groupe de travail dédié aux églises. Et c'est de là qu'est né Pierre en Lumière, d'ailleurs. Mais les préfets changent. Voilà. Et la permanence de l'action de l'État n'est pas toujours garantie. Là, on est un peu tributaire de l'intérêt personnel que peut y mettre le représentant de l'État. Mais on avait beaucoup travaillé, oui. Pardon Bruno, vas-y. En m'appuyant sur l'expérience anglicane, je pense qu'il est nécessaire quand même d'anticiper un peu. On ne peut pas faire que du cas par cas, parce que là, on est en situation... D'abord, parce que plus personne n'y comprend rien. C'est un peu comme le refus des concerts dans les églises. Je veux dire, ce qui est possible dans une église n'est plus possible dans celle d'à côté. On ne sait, ceux qui assistent au concert d'art sacré ou même les organisateurs de concerts ne savent plus, finalement, quelle est la règle. Faire que du cas par cas, c'est un petit peu embêtant parce que ça brouille le message et on ne sait plus ce qui est possible et du coup il n'y a plus de doctrine, quoi. Donc, voilà. À l'inverse, pour compléter, c'est vrai que moi ma question elle est aussi, il y a des programmes qui sont psychologiquement pas envisageables psychologiquement, mais pour le bâtiment, ceux-là même sont des fois mieux pour leur conservation et transmission aux générations futures. Donc déjà, comment on choisit? Et puis après, quand on a un programme, on sait ce qu'on veut faire, parce qu'elle est issue, j'ai envie de dire, d'un besoin de la base. Donc si on dit, on refuse tel programme, alors que c'est ce dont telle commune aurait besoin, c'est quand même dommage de lui dire, bah non, vous allez faire un bâtiment neuf, et puis celui-là, vous allez... Et ça dépend aussi, alors je prêche pour ma paroisse, mais du maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'un programme peut être... une église peut être massacrée en faisant un cinéma par telle personne, architecte, et le même programme de cinéma peut être extrêmement bien, subtilement bien fait. C'est pour ça qu'il y a des bons et des moins bons, quoi. Donc, ça dépend aussi de qui... quel conseil vous... quel conseil vous prenez pour vous aider à avancer sur tel ou tel cas, quand même. Je sais pas. Voilà, bon, écoutez, je crois qu'on va suspendre les débats pour ce matin.